Je m'appelle Ethan Drake et j'avais l'habitude de croire que les vrais hommes ne fliquaient pas leurs femmes. Les vrais hommes font confiance. Les vrais hommes se concentrent sur leur travail, rentrent fatigués à la maison et ne posent pas trop de questions sur les soirées tardives au bureau ou les conférences du week-end qui, curieusement, n'ont jamais d'autres participants dont elles peuvent citer le nom. Je pensais que les vrais hommes ne fouillaient pas dans les téléphones et ne suivaient pas leurs femmes dans les parkings du centre-ville. Il s'avère que les vrais hommes sont des idiots. Il était passé minuit lorsque Vivien a franchi la porte d'entrée en trébuchant, ses talons claquant sur le parquet en bois dur de notre vieille maison de style artisan. J'étais assis dans mon fauteuil, dans le salon, faisant semblant de lire un magazine de bricolage, mais en réalité, j'écoutais le bruit de mon mariage en train de s'effondrer. « Tu es encore debout ?» dit-elle, sans même prendre la peine de me regarder en jetant son sac de marque sur le comptoir de la cuisine. Sa voix avait ce ton prudent et contrôlé qu'elle utilisait au tribunal, celui qui signifiait qu'elle se préparait au combat. « Le voyage a été annulé », ai-je dit en fermant le magazine. Johnson a décidé qu'il n'avait finalement pas besoin des armoires sur mesure. C'est le truc marrant quand on est à son compte, quand les clients changent d'avis, on se retrouve avec du temps libre inattendu. Vivien se figea un instant. Elle me tournait toujours le dos. Dans cette pause, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. La légère crispation de ses épaules, la façon dont sa main s'est instinctivement levée pour lisser ses cheveux. « C'est dommage », dit-elle en se reprenant rapidement. « Tu sais bien que je m'inquiète quand tu travailles trop tard. » Le mensonge lui vint si facilement aux lèvres que j'ai presque admiré la performance. Presque. « Ah bon ?» demandai-je en me levant du fauteuil. « Tu t'inquiètes de me voir travailler tard, vraiment ?» Elle se retourna alors et je pus enfin bien la regarder. Vivien était encore magnifique à 38 ans, avec ce genre d'allure nette et soignée qui lui servait bien dans le droit des affaires. Mais ce soir, quelque chose était différent. Son rouge à lèvres avait disparu. Son chemisier était froissé d'une manière qui suggérait qu'il avait été enlevé puis remis. Et là, tout juste visible au-dessus du col de sa chemise blanche, il y avait une petite marque rouge dans son cou. « Bien sûr que je m'inquiète », dit-elle en se dirigeant vers l'escalier. « Je suis épuisé, Ethan. La journée a été longue au cabinet. »« Je parie que oui, » dis-je. « Ça doit être dur. » Toutes ces réunions tardives avec Gideon Cross. Le nom la frappa comme un coup physique. Elle arrêta de marcher, sa main serrant la rampe si fort que ses articulations devinrent blanches. « Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ?»« Rien, » dis-je en m'approchant. « Je fais juste la conversation. Tu le mentionnes beaucoup ces derniers temps, ton associé gérant. Gideon par-ci, Gideon par-là. Ça doit être sympa d'avoir un patron aussi impliqué. Tu es ridicule, dit-elle. Mais sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Vraiment ? Je m'arrêtai directement devant elle, assez près pour sentir l'eau de Cologne qui n'était définitivement pas la mienne imprégnée sur ses vêtements. Soulève ta chemise, Vivien. Pardon ? Tu m'as entendu. Soulève ta chemise. Je ne ferai pas ça. Soit tu la soulèves, soit je le fais. Pendant un moment, nous sommes restés là à nous regarder, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Pas de moi, je n'avais jamais levé la main sur elle par colère, mais la peur d'être prise. La peur de voir ses mensonges soigneusement construits s'effondrer autour d'elle. Lentement, à contre-cœur, elle souleva l'ourlet de son chemisier. La trace de morsure était juste en dessous de son omoplate gauche, violet foncé contre sa peau pâle, fraîche, vieille de peut-être 1 heure. « Eh bien, » dis-je en reculant. « C'est. » « Je peux expliquer, Ethan. »« Tu peux ?» J'ai mis la main dans ma poche arrière et j'en ai sorti une enveloppe Kraft. Parce que j'ai aussi des choses qui pourraient nécessiter une explication. J'ouvris l'enveloppe et étalai les photographies sur la table de la cuisine. 8 photos, toutes prises avec un téléobjectif à travers les fenêtres du bureau de son cabinet d'avocat au centre-ville. Vivien et Gideon Cross, sa main sur son genou pendant ce qui était censé être une révision de contrat, ses doigts passant dans les cheveux de Gideon alors qu'il se penchait sur le même document. Les deux s'enlaçant près de son bureau, ses mains à lui sur sa taille, sa tête à elle rejetée en arrière dans un éclat de rire. Vivien fixa les photos, son visage passant du choc à la panique, et enfin à la rage. « Tu m'as fait suivre », murmura-t-elle. J'ai fait confirmer mes soupçons, corrigeai-je. Il y a une différence. Espèce de malade, de contrôlant. Attention, dis-je en rassemblant les photos.
C'est toi qui as les traces de dents d'un autre homme dans le dos. J'y réfléchirai à 2 fois avant de lancer des accusations. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, un commentaire, pour soutenir la chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Elle ouvrit la bouche pour dire autre chose, puis sembla se raviser. Au lieu de cela, elle se tourna et monta l'escalier, ses talons résonnant dans la maison comme des coups de feu. Je suis resté seul dans notre cuisine, tenant la preuve de la trahison de ma femme, et j'ai senti quelque chose de froid et de calculateur s'installer dans ma poitrine. Elle pensait que j'étais une blague. Elle avait oublié que parfois, la blague a du mordant. Le bureau de Simon Kellerman était exactement ce à quoi on s'attendrait de la part d'un ancien détective de police devenu détective privé. Étroit, encombré et sentant légèrement le café rassis et la déception. Les murs étaient couverts de certificats de séjour dans la police et de quelques coupures de journaux d'affaires qu'il avait rendu brièvement célèbres avant que le département ne décide que ses méthodes étaient trop agressives pour la police moderne. Alors, dit Simon en se penchant en arrière dans son fauteuil de bureau grinçant. Ta femme joue à cache-saucisse avec son patron, et tu veux que je déterre des saletés? C'est une façon de le dire, répondis-je. Je veux tout savoir. Depuis combien de temps ça dure, où ils se rencontrent, qui d'autre est au courant, tout. Simon était un grand homme, un M93, avec des cheveux grisonnants et le genre de visage buriné qui suggérait qu'il avait vu trop de la laideur du monde. Il était mon meilleur ami depuis le lycée, à l'époque où nous étions tous les deux assez stupides pour penser que nous savions comment la vie fonctionnait. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Demanda-t-il. Ce serait peut-être plus facile de demander le divorce et de passer à autre chose. Plus facile pour qui? Demandai-je. Pour Vivien. Elle garde sa réputation, son travail, sa dignité. Elle pourra dire à tout le monde que son mari était un monstre jaloux et contrôlant qui ne supportait pas son succès. Pendant ce temps, je deviens le type qui n'a pas su rendre sa femme heureuse. Simon étudia mon visage un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, dit-il. Mais ce genre d'enquête prend du temps et ce n'est pas donné. J'ai du temps, dis-je. Et l'argent n'est pas un problème. J'économisais pour un nouvel atelier. Je suppose que je vais devoir me contenter de mes outils actuels. Ça marche. Simon sortit un bloc-notes jaune et commença à prendre des notes. Dis-moi tout ce que tu sais sur leur relation, quand ça a commencé, comment tu l'as découvert, quel genre de schéma ils ont établi. J'ai passé l'heure suivante à exposer tout ce que j'avais observé au cours des derniers mois. Les soirées tardives devenues routinières, les conférences du week-end qui ne semblaient jamais avoir d'autres participants qu'elle pouvait nommer. La façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, achetant de nouveaux vêtements et portant du parfum les jours où elle prétendait travailler tard. Comportement classique d'adultère, dit Simon quand j'eus fini. Un cas d'école, vraiment. Elle n'essaie même pas d'être subtile. C'est ce qui me dérange le plus, avouai-je. Elle pense que je suis trop stupide pour le remarquer ou trop faible pour faire quoi que ce soit. Eh bien, dit Simon en souriant. Prouvons-lui qu'elle a tort sur les 2 points. Les 3 jours suivants furent une leçon de maître en surveillance et investigation. Simon avait des contacts dans toute la ville. D'anciens flics, des agents de sécurité, des barman qui entendaient tout et se souvenaient de plus encore. Il a assemblé une chronologie qui m'a retourné l'estomac et fait brûler ma colère à vif. La liaison durait depuis 8 mois. Pas 3 semaines, pas un moment d'égarement, mais 8 mois de tromperie soigneusement planifiée. Ils avaient un emploi du temps régulier. Les mardis et jeudis soirs dans son condo au centre-ville, les samedis après-midi dans un hôtel à l'extérieur de la ville quand elle prétendait faire du shopping avec son amie Leia. En parlant de Leia Foster, elle savait tout. Non seulement elle savait, mais elle aidait activement à couvrir Vivien, fournissant des alibis et allant même jusqu'à poser pour des photos dans des restaurants où Vivien était censé dîner avec elle. Il y a plus, dit Simon en étalant d'autres photos sur son bureau. Ta femme n'a pas seulement une liaison. Elle prépare l'avenir. Les photos montraient Vivien et Gideon dans une agence immobilière regardant des annonces de propriété. Une autre les montrait dans une banque, assis face à un conseiller en prêt. Ils prévoient d'acheter une maison ensemble, demandai-je. On dirait bien. Et voici la partie vraiment intéressante. Simon sortit un relevé bancaire. Elle déplace de l'argent. De petites sommes. Rien qui ne déclencherait des alertes automatiques, mais ça s'accumule. Au cours des 6 derniers mois,
elle a transféré près de 37 000 € de vos comptes joints vers un compte privé à son nom seul. Je fixai le relevé, sentant quelque chose de froid et de calculateur s'installer plus profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un démantèlement systématique de notre mariage, de nos finances, de notre vie commune. Et elle faisait tout cela en prétendant m'aimer, en partageant notre lit, en planifiant notre avenir. Il y a encore une chose, dit Simon doucement. J'ai réussi à accéder à ses relevés téléphoniques. Elle et Gideon s'envoient des textos constamment, mais les conversations entre elle et Leia sont plus intéressantes. Tu veux entendre quelques morceaux choisis? Il sortit son téléphone et commença à lire une transcription. Vivien, il devient soupçonneux, il pose trop de questions sur mon emploi du temps. Leia, t'en fais pas pour l'histoire. Il est trop confiant pour insister. Vivien, tu as raison. Il a toujours été naïf. Parfois, je pense qu'il veut qu'on lui mente. Simon me regarda. Il y a plus, mais ça empire. Lis-le. Leia, et s'il découvre tout? Vivien, alors on passe au plan B. Je documente ses humeurs, sa consommation d'alcool, la façon dont il devient quand il est en colère. Si besoin, je peux le faire passer pour le méchant. Mari contrôlant, problèmes émotionnels possibles. Personne ne me blâmerait de chercher du réconfort ailleurs. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement du vieux climatiseur de Simon. Je restais assis là à traiter ce que je venais d'entendre. Non seulement ma femme me trompait, non seulement elle me volait, mais elle se préparait activement à détruire ma réputation si elle se faisait prendre. Alors, dit finalement Simon, qu'est-ce que tu veux faire? Je regardais les photos, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques. Une preuve de trahison si complète, si calculée qu'elle m'en coupait le souffle. Je veux lui rendre l'appareil, dis-je. Elle pense que je suis naïf, faible, trop confiant pour riposter. Montrons-lui ce qui arrive quand le gentil garçon décide qu'il en a assez de finir dernier. Simon sourit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de contrôler ma propre vie. Là, tu parles, dit-il. Qu'est-ce que tu as en tête? La voiture de Vivien était une berline BMW argentée, le genre de véhicule qui annonçait au monde que son propriétaire avait réussi et s'attendait à être remarqué. Elle était obsessivement fière de cette voiture, la lavant chaque week-end, la garant loin des autres véhicules pour éviter les coups de portière, la traitant comme un animal de compagnie adoré, ce qui rendait ce que j'allais faire particulièrement satisfaisant. C'était mardi soir, et selon la surveillance de Simon, Vivien était là-haut dans le condo de Gideon pour ce qu'elle m'avait décrit comme une session de stratégie tardive pour un client important. Elle y serait pour au moins 2 heures, ce qui me donnait amplement le temps de mettre en œuvre la première phase de mon plan. J'ai garé mon pick-up 3 rues plus loin et j'ai marché jusqu'au garage souterrain de l'immeuble de Gideon. Simon m'avait fourni le code d'accès. C'est incroyable ce qu'un billet de 20 € peut acheter auprès du bon agent de sécurité. Je me suis dirigé vers le 3e niveau où la BMW de Vivien et la Mercedes noire de Gideon étaient garées côte à côte. La première partie était simple. J'ai ouvert le capot de la voiture de Vivien et débranché la batterie, puis j'ai desserré plusieurs raccords de tuyaux, juste assez pour causer des problèmes, mais pas assez pour être immédiatement évident. La voiture démarrait, mais elle ne roulerait pas longtemps. La deuxième partie était plus créative. Je m'étais arrêté dans un magasin de loisirs créatifs en venant et j'avais acheté 5 kilos de paillettes ultra fines de différentes couleurs, rose, violet, argent et or. J'ai soigneusement ouvert les 4 portes de sa voiture et j'ai systématiquement recouvert chaque surface de paillettes. Les sièges, le tableau de bord, les tapis de sol, le volant, tout. Ensuite, j'ai placé un petit mot sur son siège conducteur, brille et scintille, tout comme tes mensonges. Un ami inquiet. La voiture de Gideon a reçu un traitement similaire, bien que je me sois concentré sur l'extérieur. Le sucre dans le réservoir d'essence était trop évident et potentiellement dangereux. À la place, j'ai utilisé une peinture lavable mais tenace pour écrire « infidèle » sur sa lunette arrière en lettres roses vif. Ça finirait par partir, mais pas facilement, et pas sans que tout le monde dans le garage ne le voie d'abord. J'étais de retour dans mon pick-up et à 5 km de là quand mon téléphone a commencé à sonner. Le numéro de Vivien. Allô, répondis-je, essayant de paraître décontracté. Ethan, il y a un problème avec ma voiture, dit-elle. Et je pouvais entendre la panique dans sa voix. Elle a démarré, mais ensuite elle a calé. Et il y a des paillettes partout. Quelqu'un l'a vandalisée.
C'est terrible, dis-je. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? Je suis au centre-ville. Je quittais juste le bureau et... À 21h30? C'est plutôt tard, même pour toi. Une pause. On avait beaucoup de choses à couvrir. Écoute, tu peux venir me chercher? Je devrais appeler une dépanneuse demain matin. Bien sûr, dis-je. Envoie-moi l'adresse par texto. Je serai là dans 20 minutes. Merci, dit-elle. Et pendant un instant, elle ressemblait presque à la femme que j'avais épousée. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Moi non plus, dis-je avant de raccrocher. Quand je suis arrivé à l'adresse qu'elle m'avait donnée, qui était bien l'immeuble de son bureau et non le condo de Gideon, elle se tenait sur le trottoir, l'air échevelé et en colère. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et il y avait des traces de paillettes roses sur sa veste noire. C'est incroyable, dit-elle en montant dans mon pick-up. Qui ferait une chose pareille? Et comment sont-ils entrés dans le garage? Probablement juste du vandalisme aléatoire, dis-je. Tu sais comment c'est au centre-ville. Beaucoup de gens bizarres avec trop de temps libre. Elle a passé tout le trajet du retour à fulminer contre les caméras de sécurité, les rapports de police et les réclamations d'assurance. J'ai hoché la tête et émis des bruits compatissants tout en savourant intérieurement chaque moment de sa frustration. Mais la vraie satisfaction est venue le lendemain matin quand Simon a appelé avec une mise à jour. Tu aurais dû voir ça, dit-il, contenant à peine son rire. Elle a passé 2 heures à essayer de nettoyer les paillettes de cette voiture. 2 heures et elle en trouve encore partout. De plus, le bruit court déjà dans son immeuble de bureau. Apparemment, la voiture de Gideon a beaucoup fait parler dans le garage ce matin. Bien, dis-je. Ce n'est que le début. Quelle est la suite? Phase 2, dis-je. Il est temps de commencer à retourner ses amis contre elle. La beauté du cercle social de Vivien résidait dans sa petitesse et ses interconnexions. Tout le monde connaissait tout le monde, et les potins voyageaient plus vite qu'un feu de forêt. Tout ce que j'avais à faire était de planter les bonnes graines aux bons endroits et de laisser la nature humaine faire le reste. Mon premier arrêt fut la taverne de Marge, un bar local qui servait de quartier général officieux au réseau de commérage de la ville. Marge elle-même était une ancienne journaliste de 60 ans qui connaissait les affaires de tout le monde et ne se gênait pas pour les partager. « Ethan Drake, dit-elle quand je suis entré. On ne te voit pas souvent ici. Comment va ta femme, l'avocate chic? C'est justement de ça que je voulais te parler, dis-je en m'asseyant au bar. Je peux t'offrir un verre? 20 minutes plus tard, Marge savait tout. Pas les détails de mon enquête, je n'étais pas assez stupide pour admettre la surveillance mais assez pour comprendre que mon mariage était en difficulté et que Vivien n'était pas la victime innocente qu'elle pourrait prétendre être. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle, dit Marge en remplissant ma bière. Trop polie, tu sais, comme si elle jouait toujours un rôle au lieu d'être simplement elle-même. Ouais, dis-je. Je commence à voir ça aussi. Eh bien, dit Marge. Si elle pense qu'elle peut jouer à des jeux avec un homme bien comme toi, elle se met le doigt dans l'œil. Cette ville n'apprécie pas ce genre de comportement. J'ai quitté le bar en sachant que d'ici la fin de la semaine, la moitié de la ville chuchoterait à propos de Vivien Drake et de ses nuits tardives suspectes au bureau. Mais la véritable percée vint d'une source inattendue. J'étais dans mon atelier ce soir-là, planifiant mon prochain coup, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. J'ai des informations dont tu as besoin. Leah Foster, la meilleure amie de Vivien et sa principale complice. J'ai fixé le message un long moment, essayant de comprendre à quel jeu elle jouait. Puis j'ai tapé en retour, quand t'es où? Sa réponse fut immédiate. Demain, 14h, Riverside Park. Viens seul. J'ai montré les messages à Simon, qui a froncé les sourcils et secoué la tête. C'est un piège, dit-il. Ça doit l'être. Elle va probablement essayer de te dissuader ou d'obtenir des informations sur ce que tu sais. Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'elle n'est pas aussi loyale envers Vivien qu'on le pensait. Tu es prêt à parier là-dessus? J'y ai réfléchi un instant, pesant les risques et les avantages potentiels. Ouais, dis-je finalement. Je crois que oui. Riverside Park était presque vide à 14h un mercredi après-midi. Quelques joggeurs, des mères avec de jeunes enfants, un homme âgé nourrissant les canards près de l'étang. J'ai repéré Leah Foster assise seule sur un banc surplombant l'eau,
ses cheveux blonds captant la lumière du soleil de l'après-midi. Léa était une femme intéressante, vive, ambitieuse et, selon les recherches de Simon, cachant ses propres secrets. Elle travaillait dans le même cabinet d'avocats que Vivien, bien que dans un département différent, et était sa plus proche amie depuis près de 5 ans. « Merci d'être venue, dit-elle quand je me suis assis à côté d'elle. Je dois admettre que je suis curieux, dis-je. Qu'est-ce que la meilleure amie de Vivien pourrait bien vouloir me dire? Léa resta silencieuse un long moment, fixant l'eau. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Elle va te détruire, dit-elle complètement. Et je ne peux pas laisser faire ça. Pourquoi pas? Je croyais que vous étiez proches. Nous l'étions, dit Léa, jusqu'à ce que je découvre ce qu'elle pense vraiment de moi. Ce qu'elle pense vraiment de tout le monde. Elle fouilla dans son sac à main et sortit son téléphone, faisant défiler ce qui ressemblait à des messages textes. Il y a 3 semaines, Vivien m'a accidentellement envoyé un texto qui était destiné à Gideon, dit-elle. Tu veux savoir ce qu'il disait? J'ai hoché la tête. Léa est tellement pathétique. La façon dont elle boit mes paroles. Elle ferait n'importe quoi pour moi, y compris mentir à mon mari. C'est presque triste de voir à quel point elle a désespérément besoin d'approbation. La voix de Léa se brisa légèrement sur les derniers mots. Je l'ai confrontée à ce sujet, continua-t-elle. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a ri. Elle a réellement ri et m'a dit que tout le monde a besoin de gens utiles dans sa vie, et que j'étais très utile. Ça a dû faire mal, dis-je. Oui, mais ça m'a aussi ouvert les yeux. J'ai commencé à prêter attention à la façon dont elle parlait des autres, de toi. Elle fit défiler d'autres messages sur son téléphone. Voici ce qu'elle a dit sur toi la semaine dernière. Ethan est tellement prévisible. Il se doute de quelque chose, mais il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Il va probablement juste bouder et boire de la bière dans son petit atelier jusqu'à ce que je décide quoi faire de lui. J'ai senti ce sentiment froid et calculateur s'installer plus profondément dans ma poitrine. Il y a plus, dit Léa. Elle et Gideon planifient ça depuis des mois. Pas juste la liaison, mais la stratégie de sortie. Ils veulent attendre jusqu'après les vacances. Ensuite, elle demandera le divorce. Mais d'abord, elle va s'assurer que tu passes pour le méchant. Comment? Elle a tout documenté. Chaque fois que tu prends une bière au dîner, elle le note comme une consommation excessive d'alcool. Chaque fois que tu es frustré ou que tu élèves la voix, elle appelle ça un comportement agressif. Elle construit un dossier pour dire que tu es un mari instable et potentiellement dangereux qui l'a poussé à chercher du réconfort ailleurs. Léa me montra des photos sur son téléphone, des captures d'écran de documents que Vivien gardait, un journal détaillé de mes supposées habitudes de boisson, des notes sur mes sautes d'humeur, même des photos qu'elle avait prises de moi dans mon atelier, qu'elle avait étiquetées comme preuve de mon comportement obsessionnel. Elle prévoit de tout prendre, dit Léa. La maison, tes économies, même ton entreprise si elle y arrive, et elle pense que tu es trop gentil, trop confiant pour te défendre efficacement. Je suis resté assis là à absorber ces informations, ressentant un mélange de rage et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration pour l'ampleur pure de la planification de Vivien. Pourquoi tu me dis ça, demandai-je. Parce que j'en ai marre d'être utilisé, dit Léa. Et parce que tu ne mérites pas ce qu'elle prévoit de te faire. Tu es un homme bien, Ethan. Mieux que ce qu'elle mérite. Qu'est-ce que tu veux en retour? Léa sourit pour la première fois depuis que je m'étais assis. Je veux voir son monde brûler, dit-elle. Et je veux être celle qui tient les allumettes. Au cours de l'heure suivante, Léa a exposé tout ce qu'elle savait. Lieu de rencontre, horaire, plan financier, même les détails sur la façon dont Vivien et Gideon prévoyaient de gérer la transition au travail une fois que leur relation deviendrait publique. Mais plus important encore, elle a offert quelque chose que je n'avais pas prévu. Une coopération active. J'ai accès à ces dossiers, dit Léa, tant au travail qu'aux documents personnels qu'elle a partagés avec moi. Je peux te procurer des copies de tout. Les dossiers financiers, le journal qu'elle tient sur tes supposés problèmes, même des enregistrements de certains de ses appels avec Gideon. Des enregistrements? Elle aime mettre les gens sur haut-parleur quand elle fait plusieurs choses à la fois, expliqua Léa. J'ai été dans son bureau pendant plusieurs de ses appels. Mon téléphone a un excellent dictaphone. C'était mieux que ce que j'avais osé espérer. Non seulement j'avais une alliée dans le cercle intime de Vivien,
mais j'avais quelqu'un ayant accès à des informations qui auraient pris des semaines à Simon pour obtenir par d'autres moyens. Il y a encore une chose, dit Léa alors que nous nous préparions à partir. Ce week-end, il prévoit quelque chose de spécial. Une escapade romantique dans ce chalet au bord du lac que le cabinet de Gideon possède. Elle t'a dit qu'elle allait à une conférence juridique pour femmes à Boston, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. C'était exactement ce qu'elle m'avait dit. Eh bien, il n'y a pas de conférence. Ce sera juste deux, célébrant ce qu'elle appelle le début de leur vraie vie ensemble. Elle prévoit de revenir dimanche et de commencer à mettre son plan de divorce en marche. Pas si j'ai mon mot à dire, dis-je. Léa sourit à nouveau, et cette fois il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Oh, tu ne seras pas le seul à avoir quelque chose à dire, dit-elle. Je pense qu'il est temps que Vivien apprenne ce qui arrive quand on sous-estime les gens autour de soi. En rentrant chez moi, j'ai appelé Simon et je l'ai mis au courant de tout ce que Léa m'avait dit. Je ne lui fais pas confiance, dit-il immédiatement. Ça pourrait encore être un piège. Peut-être que Vivien se doute de quelque chose et a envoyé Léa pour te donner de fausses informations. Peut-être, dis-je. Mais je ne pense pas. La colère dans sa voix était réelle, et les informations qu'elle m'a données correspondent à tout ce que tu as déjà trouvé. D'accord, dit Simon, mais on procède prudemment et on vérifie tout ce qu'elle nous dit avant d'agir. D'accord, dis-je. Mais Simon, je crois qu'on est sur le point de retourner complètement la situation. Vivien pense qu'elle joue aux échecs pendant que je joue aux dames. Il est temps de lui montrer que je joue à un tout autre jeu. Ce soir-là, Vivien est rentré tard encore, prétendant qu'elle avait travaillé sur un dossier qui devait être rendu le matin. Elle était joyeuse, presque euphorique, et j'ai réalisé qu'elle était probablement excitée par son week-end à venir avec Gideon. Oh, au fait, dit-elle nonchalamment alors que nous nous préparions à nous coucher, je serai absente ce week-end. Il y a une conférence juridique pour femmes à Boston qui devrait être vraiment précieuse pour le développement de ma carrière. Ça a l'air génial, dis-je. Dans quel hôtel loges-tu au cas où j'aurais besoin de te joindre? Le Marriott au centre-ville, dit-elle sans hésitation. Mais tu sais comment sont ces conférences, des horaires chargés, beaucoup d'événements de réseautage. Je n'aurai probablement pas beaucoup de temps pour parler. Bien sûr, dis-je, je comprends tout à fait. Elle m'embrassa pour me souhaiter bonne nuit, et je restai allongé dans le noir à écouter sa respiration, pensant au chalet au bord du lac où elle passerait réellement le week-end. Pensant aux enregistrements que Léa avait promis de me procurer. Pensant à l'expression sur le visage de Vivien quand son monde soigneusement construit commencerait à s'effondrer autour d'elle. Elle se croyait si intelligente, si prudente, si en contrôle. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vendredi soir, j'ai regardé depuis la fenêtre de notre chambre Vivien charger son sac de voyage dans sa voiture. Elle avait passé 1 heure à se préparer, choisissant des tenues qui étaient bien trop élégantes pour une conférence professionnelle, mais parfaites pour une escapade romantique le week-end. Passe un bon moment à ta conférence, criai-je depuis la fenêtre. Elle leva les yeux et fit un signe de la main, son sourire éclatant et complètement faux. Tu vas me manquer, cria-t-elle en retour. Tu vas me manquer aussi, répondis-je. Et pour la première fois depuis des mois, je disais la vérité. La femme que je pensais avoir épousée allait me manquer. Mais cette femme, je commençais à le réaliser, n'avait jamais vraiment existé. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, j'appelai Simon. Elle est partie, dis-je. Il est temps de mettre le plan à exécution. Tu es sûr de ça? Demanda Simon. Une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Le plan était élégant dans sa simplicité. Pendant que Vivien était au chalet au bord du lac avec Gideon, Léa rassemblerait les dernières pièces à conviction dont nous avions besoin. Mais plus important encore, elle passerait quelques appels à la femme de Gideon, aux associés gérants de leur cabinet d'avocats, à plusieurs membres clés de leur cercle social. L'histoire qu'elle raconterait était soigneusement élaborée. Elle avait découvert la liaison par accident et s'était sentie moralement obligée de la dénoncer. Elle avait des preuves, des photos, des enregistrements, des documents financiers, et elle les partageait par souci pour toutes les parties innocentes qui étaient trompées. D'ici dimanche soir, quand Vivien reviendrait de sa fausse conférence, tout son monde aurait basculé sous ses pieds. Mais d'abord, Simon et moi avions notre propre projet pour le week-end. Samedi matin, nous avons conduit jusqu'au chalet du lac.
C'était une belle propriété appartenant au cabinet d'avocats de Gideon et utilisée pour des retraites d'entreprise et des escapades entre associés. Isolé, privé et parfait pour un week-end romantique. Nous ne sommes pas entrés à l'intérieur. Cela aurait été une violation de domicile. Mais nous n'en avions pas besoin. Le téléobjectif de l'appareil photo de Simon était assez puissant pour capturer tout ce dont nous avions besoin à travers les grandes baies vitrées qui faisaient face au lac. Vivien et Gideon cuisinant le petit déjeuner ensemble dans la cuisine, partageant du vin sur la terrasse surplombant l'eau, marchant main dans la main le long du rivage, s'enlaçant passionnément près de la cheminée. C'est presque trop facile, marmonna Simon en prenant photo après photo. Il n'essaie même pas d'être discret. Pourquoi le ferait-il, demandai-je. Pour autant qu'il sache, personne ne soupçonne rien. Vivien pense que je suis à la maison à boire de la bière et à m'apitoyer sur mon sort. Eh bien, dit Simon, ils vont avoir une surprise. Ce soir-là, de retour en ville, Léa appela avec une mise à jour. J'ai parlé à tout le monde sur la liste, dit-elle. La femme de Gideon était. Eh bien, disons qu'elle n'était pas entièrement surprise. Apparemment, ce n'est pas sa première liaison, mais elle est furieuse des planifications financières qu'ils ont faites. Déplacer de l'argent, regarder des propriétés ensemble. Elle a déjà appelé son avocat. Et le cabinet? C'est là que les choses deviennent intéressantes, dit Léa. Les associés gérants sont plus préoccupés par les questions de responsabilité que par la morale. Avoir 2 employés ayant une liaison est une chose, mais les voir planifier d'escroquer un conjoint en utilisant les ressources de l'entreprise, c'est un procès potentiel en attente. Les ressources de l'entreprise. Ils ont utilisé le détective privé du cabinet pour enquêter sur tes finances, expliqua Léa, pour essayer de comprendre quels actifs tu as, ce que vaut ton entreprise, comment maximiser ce que Vivien pourrait réclamer lors d'un divorce. Tout cela a été facturé au compte client. Je sentis ma mâchoire se crisper. Il ne leur suffisait pas de me trahir personnellement. Ils utilisaient des ressources professionnelles pour le faire. Ils volaient essentiellement leur propre cabinet pour financer leur combine. Il y a plus, continua Léa. J'ai réussi à obtenir des enregistrements de 3 conversations téléphoniques entre Vivien et Gideon cette semaine. Tu veux entendre les meilleurs moments? Absolument. Elle fit jouer les enregistrements par téléphone. Vivien et Gideon discutaient de leur projet de week-end, mais parlaient aussi de moi en des termes qui me retournèrent l'estomac. J'étais l'obstacle. J'étais trop confiant pour mon propre bien. J'allais être si facile à manipuler pendant la procédure de divorce. Mais le pire était de les entendre rire à ce sujet. Rire réellement de ma naïveté, de la façon dont ils m'avaient complètement dupé, de la simplicité avec laquelle ils allaient prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé et me laisser sans rien. J'espère que tu as bien tout entendu, dit Léa quand les enregistrements se terminèrent. J'ai entendu, dis-je. Et je ne l'oublierai pas, dimanche soir, j'attendais dans notre salon quand Vivien est rentré. Elle avait l'air détendue, heureuse, rayonnante comme le sont les gens après un week-end parfait. Comment était la conférence, demandai-je. Merveilleuse, dit-elle en posant son sac près de la porte. Très éducative. J'ai tellement appris sur les nouveaux développements en droit des affaires. C'est génial, dis-je. J'aimerais beaucoup entendre parler de ça. Quelle était la session la plus intéressante? Pendant un instant, elle eut l'air vide. Puis elle se reprit rapidement. Oh, il y avait un panel fascinant sur les stratégies de fusion et d'acquisition, dit-elle. Très technique, probablement pas quelque chose que tu trouverais intéressant. Et c'est toujours, dis-je. Je suis peut-être plus intelligent que tu ne le penses. Quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention car elle me regarda plus attentivement. Est-ce que tout va bien, demanda-t-elle. Tu as l'air différent. Vraiment? Je me levai de mon fauteuil. Peut-être que je suis différent. Peut-être que je commence enfin à voir les choses clairement. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, dis-je. En fait, les choses sont sur le point de devenir très justes. Dis-moi, quel temps faisait-il à Boston ce week-end? Le temps? Oui. Faisait-il beau, pleuvait-il? Je suis juste curieux des conditions à ta conférence. Elle hésita un instant trop long. C'était couvert, un peu frais. J'ai hoché la tête et sorti mon téléphone, lui montrant le bulletin météo que j'avais consulté plus tôt. C'est drôle, dis-je, parce que selon ça, il faisait grand soleil et 24 degrés à Boston ce week-end.
Un temps parfait pour des activités de plein air, comme par exemple marcher au bord d'un lac. La couleur quitta son visage. Ethan, je peux expliquer. Tu peux, demandai-je. Parce que j'aimerais vraiment entendre comment tu expliques ceci. J'ai sorti les photos que Simon avait prises au chalet. Vivien et Gideon cuisinant ensemble, partageant du vin, marchant main dans la main, s'enlaçant près de la cheminée. Elle fixa les images, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Ou peut-être, continuai-je, aimerais-tu expliquer ceci? J'ai sorti les impressions des dossiers financiers que Léa m'avait fournis, les relevés bancaires montrant l'argent déplacé de nos comptes joints, les annonces immobilières pour les propriétés qu'elle et Gideon avaient regardées ensemble, les demandes de prêt qu'ils avaient remplies en tant que couple. Ou peut-être, dis-je, préférerais-tu expliquer cela? J'ai appuyé sur lecture sur un appareil d'enregistrement et sa propre voix remplit la pièce. Ethan est tellement prévisible. Il se doute de quelque chose, mais il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Il va probablement juste bouder et boire de la bière dans son petit atelier jusqu'à ce que je décide quoi faire de lui. Vivien s'effondra dans un fauteuil, le visage blanc comme un linge. Comment, murmura-t-elle. Est-ce que ça a de l'importance, demandai-je. Le fait est que je sais tout. La liaison, la planification financière, la fausse documentation que tu tiens sur mes supposés problèmes. Tout. Ethan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me mens depuis 8 mois, comment tu voles sur nos comptes joints, comment toi et ton amant utilisez les ressources de l'entreprise pour planifier ma destruction financière? Elle leva brusquement les yeux à cette dernière partie. Oh, oui, dis-je. Je suis au courant de ça aussi. C'est incroyable la vitesse à laquelle les gens se retournent contre vous quand ils réalisent que vous les avez rendus complices de fraude. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri, et je pouvais voir à son expression que ce n'était pas un sourire agréable. Je veux dire, Vivien, que ton monde soigneusement construit est sur le point de s'écrouler autour de toi. Et la meilleure partie, c'est que tu vas être aux premières loges pour voir ça arriver. Le téléphone sonna alors, comme sur un signal. Le téléphone de Vivien, pas le mien. Tu ne vas pas répondre? Demandai-je. Ça pourrait être important. Les mains tremblantes, elle décrocha le téléphone. Allô, dit-elle faiblement. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté de la conversation, mais je pouvais voir son visage devenir plus pâle à chaque mot. Oui, dit-elle finalement. Oui, je comprends. Lundi matin, je serai là. Elle raccrocha et me regarda avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur. C'était l'associé gérant, dit-elle. Je suis convoqué pour une réunion à la 1re heure lundi matin. Ils veulent discuter de certaines irrégularités dans mon travail récent. C'est dommage, dis-je. J'espère que ce n'est rien de grave. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le téléphone fixe. Tu veux que je prenne ça, demandai-je. Non, dit-elle rapidement, mais je répondais déjà. Résidence Drake, dis-je joyeusement. Est-ce Ethan Drake, demanda une voix de femme. Lui-même. C'est Margaret Cross, la femme de Gideon. Je pense que nous devons parler. J'ai regardé Vivien, dont le visage avait réussi d'une manière ou d'une autre à devenir encore plus blême. Je pense que vous avez raison, dis-je. Quand est-ce que cela vous conviendrait? Que diriez-vous de maintenant, dit Margaret Cross. Je suis dans votre allée. À travers la fenêtre, je pouvais voir une berline noire garée derrière la voiture de Vivien, la bloquant. Parfait, dis-je. Nous sortons tout de suite. J'ai raccroché et regardé Vivien, qui me fixait avec un mélange de choc et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Tu as planifié tout ça, dit-elle. En effet. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps, dis-je. Assez longtemps pour réaliser que la femme que j'ai épousée n'a jamais vraiment existé. Assez longtemps pour comprendre que tu ne m'as jamais vu comme un partenaire, juste comme une source de stabilité pratique pendant que tu cherchais ce que tu voulais vraiment. Ethan. Assez longtemps, continuai-je, pour arrêter d'être le gentil garçon qui finit dernier. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte. Allons-nous rencontrer Madame Cross, demandai-je. J'ai le sentiment qu'elle a des choses très intéressantes à dire. Margaret Cross n'était pas ce à quoi je m'attendais. La femme de Gideon était une petite femme élégante au début de la quarantaine, avec des cheveux gris acier et le genre d'attitude composée qui suggérait qu'elle avait déjà vécu cela.
Elle se tenait à côté de sa voiture, les bras croisés, étudiant notre maison comme si elle l'évaluait pour un achat. Madame Cross, dis-je en descendant les marches du perron. Merci d'être venu, monsieur Drake, répondit-elle, sa voix sèche et professionnelle. Et Madame Drake, je présume. Vivien suivait derrière moi, bougeant comme quelqu'un marchant vers sa propre exécution. Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter, continua Margaret. Mais d'abord, permettez-moi de dire que j'apprécie que vous ayez porté cette situation à mon attention. Il vaut toujours mieux connaître la vérité, ne pensez-vous pas? Je ne pourrais être plus d'accord, dis-je. Bien. Margaret ouvrit la porte de sa voiture et sortit un épais dossier manille. Parce que j'ai quelques vérités à partager moi aussi. Pendant l'heure suivante, nous sommes restés assis tous les trois dans notre salon pendant que Margaret Cross démantelait systématiquement ce qui restait de la maîtrise de soi de Vivien. Elle avait fait ses devoirs, dossiers financiers, journaux d'appel, relevés de cartes de crédit, et même des photographies prises par son propre détective privé. La liaison elle-même ne me surprend pas, dit calmement Margaret. Gideon a un schéma comportemental que je documente depuis plusieurs années. Mais la fraude financière, l'utilisation des ressources de l'entreprise, la planification systématique pour vous escroquer, monsieur Drake, cela franchit une ligne. Elle sortit un document juridique et le plaça sur notre table basse. J'ai déjà demandé le divorce, dit-elle. Mais plus important encore, j'ai déposé des plaintes auprès de l'ordre des avocats et du bureau du procureur. Utiliser les ressources de l'entreprise pour enquêter et planifier la destruction financière d'un conjoint n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel. Vivien trouva enfin sa voix. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, dit-elle faiblement. Margaret sourit, et c'était le genre de sourire qui suggérait qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Vraiment, demanda-t-elle. Voyons voir. Il y a les relevés de facturation montrant que les services du détective privé ont été facturés au compte client alors qu'ils étaient utilisés pour enquêter sur les finances de monsieur Drake. Il y a les relevés de cartes de crédit de l'entreprise montrant des frais pour des hôtels et des restaurants lors de vos escapades romantiques. Il y a les conversations téléphoniques enregistrées. Oui, Madame Drake, je les ai aussi. Celles où vous et mon mari discutiez de stratégies spécifiques pour maximiser ce que vous pourriez prendre à votre mari lors d'un divorce. Elle sortit un petit enregistreur numérique et le posa sur la table. Voulez-vous entendre certains de vos plus grands succès? Demanda-t-elle. J'ai particulièrement apprécié la partie où vous avez qualifié votre mari de trop stupide pour voir ce qui est juste devant son visage. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration de plus en plus rapide de Vivien. Mais voici ma partie préférée, continua Margaret en sortant un autre document. Le contrat de mariage prénuptial que vous et Gideon avez fait rédiger par le département de droit de la famille du cabinet. Saviez-vous que l'utilisation des ressources juridiques de l'entreprise pour des affaires personnelles est un motif de licenciement immédiat, et que le licenciement pour faute annule tous les avantages, y compris les cotisations de retraite et l'intéressement aux bénéfices? Je regardais le document qu'elle avait placé sur la table. C'était bien un contrat prénuptial entre Vivien et Gideon, daté d'il y a tout juste 2 semaines, décrivant comment ils géreraient les actifs dans leur futur mariage, y compris les actifs qu'ils prévoyaient de me prendre. Comment avez-vous eu ça? Murmura Vivien. De la même façon que j'ai eu tout le reste, dit Margaret. En étant plus intelligente que vous ne le pensiez, en ayant de meilleurs enquêteurs que vous, et en comprenant que lorsque vous prévoyez de détruire la vie de quelqu'un, vous devriez vous assurer de ne pas laisser de preuves traîner. Elle se leva et rassembla ses papiers. Le procureur vous contactera, dit-elle à Vivien. Je suis sûr que vous voudrez prendre un bon avocat, de préférence un qui ne travaille pas dans votre futur ex-cabinet. Après le départ de Margaret, Vivien et moi sommes restés assis dans notre salon en silence. Elle fixait la table basse où les preuves de sa trahison avaient été étalées comme des cartes dans une main de poker perdante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant? Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant la rue où nos voisins chuchotaient probablement déjà à propos de la berline noire qui avait été garée dans notre allée. Maintenant, tu vas expérimenter ce que ça fait de voir sa vie systématiquement démantelée par des gens que tu as sous-estimés. Ethan, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Je me tournai pour lui faire face. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, prétends que ça n'est jamais arrivé. S'il te plaît, redeviens le mari naïf et confiant qui était trop stupide pour voir ce qui était juste devant son visage. Elle tressaillit en entendant ses propres mots lui être renvoyés.
Je ne pensais pas, si, tu le pensais, dis-je. Tu pensais chaque mot. Tu pensais chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment passé à planifier la destruction de ma vie tout en prétendant m'aimer. Tu pensais tout ça. Mon téléphone vibra avec un SMS. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quoi, demanda Vivien. C'est de Simon, dis-je. Apparemment, l'histoire de ta liaison a déjà atteint le site web des nouvelles locales. Quelque chose à propos d'une avocate éminente faisant l'objet d'une enquête pour violation de l'éthique et possibles accusations criminelles. C'est drôle comme les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. Le visage de Vivien devint à nouveau blanc. Ils ne peuvent pas utiliser mon nom, dit-elle. Il y a des lois sur la vie privée. Ah bon, demandai-je. Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un simple entrepreneur qui était trop stupide pour voir ce qui se passait dans son propre mariage. Mais je parie que tu sais tout sur les lois de la vie privée. Dommage que tu n'y aies pas pensé avant de laisser des pistes de preuves partout en ville. Le téléphone fixe sonna, puis le portable de Vivien, puis le téléphone fixe à nouveau. On dirait que les gens veulent te parler, dis-je. Des journalistes peut-être, ou d'anciens clients qui se demandent si leurs dossiers ont été traités de manière éthique. Ou peut-être que c'est Gideon qui appelle pour savoir comment gérer ce gâchis. Je me suis dirigé vers l'escalier, puis je me suis arrêté et je l'ai regardé en arrière. Tu sais ce qui est drôle, dis-je. Tu avais raison sur une chose. J'étais trop confiant, trop disposé à croire le meilleur des gens, même quand les preuves suggéraient le contraire. Mais tu avais tort sur quelque chose aussi. Quoi donc? Tu pensais que j'étais trop faible pour riposter, trop gentil pour jouer dur, trop naïf pour te battre à ton propre jeu. J'ai souri, et je pouvais voir à son expression que ce n'était toujours pas un sourire agréable. Il s'avère que le gentil garçon ne finit pas toujours dernier. Parfois, il met juste un peu plus de temps à démarrer. Je suis monté, la laissant seule avec les téléphones qui sonnaient et les décombres de son avenir soigneusement planifiés. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir des voitures commencer à se rassembler dans notre rue. Des camionnettes de presse probablement, ou peut-être juste des voisins qui avaient entendu les potins et voulaient voir le drame se dérouler de première main. Mon téléphone sonna. C'était Léa. Tu as vu les infos, demanda-t-elle. Je regarde ça se passer depuis ma fenêtre, dis-je. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à ça un instant. Comment je me sentais? Satisfait, vengé, triste de la fin de mon mariage. Je me sens, dis-je finalement, comme si je comprenais enfin la différence entre être un gentil garçon et être un idiot. Et je sens que j'ai fini d'être les deux. Dehors, d'autres voitures arrivaient. Les téléphones en bassonnaient encore. Et quelque part dans la ville, Gideon Cross avait probablement une conversation très similaire avec sa propre femme dans sa propre maison, entourée des décombres de son propre avenir soigneusement planifié. Vivien avait voulu savoir ce qui arrive quand on sous-estime les gens autour de soi. Maintenant, elle le découvrait. Le gentil garçon avait enfin arrêté de finir dernier et la partie, en ce qui me concernait, était terminée. J'avais gagné.